qu'il fallait rendre explicites les objectifs de l'enseignement. C'est tout à fait clair. Hein, rendre explicites les objectifs de l'enseignement, donc on en parlera plus la prochaine fois, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire quelles sont les compétences visées. Il faut le dire en début de séquence, mais comme on l'a dit tout à l'heure avec votre collègue, on ne peut pas leur en dire trop au début, parce que de toute façon ils ne connaissent pas. Donc il faut le reprendre en cours de séquence, pour compléter, et puis en fin de séquence. Voilà ce que l'on a fait et qui va être évalué. Donner des informations sur les contenus, donc sur les activités, donc c'est un peu l'emploi du temps dont on parlait, mais aussi sur les exigences. Qu'est-ce que j'attends de vous? Aujourd'hui, ce que j'attends de vous, c'est de l'expression. Aujourd'hui, ce que j'attends de vous, c'est de la mémorisation. Aujourd'hui, ce que j'attends de vous, c'est de reprendre des exercices qu'on a déjà faits pour s'entraîner, etc., etc. Aujourd'hui, ce que j'attends de vous, c'est de résoudre un problème. Il y en a plein qui vont se tromper. C'est normal. Aujourd'hui, ce que j'attends de vous, c'est qu'on réinvestisse. Donc, il devrait y avoir presque personne qui se trompe. Voilà. Des choses très très précises comme ça. Quelles sont vos exigences? C'est le contrat didactique. Et puis, dans l'anticipation, c'est de prévoir l'évaluation bilan. Hein, parce que dans le climat de classe, ce qui est important, c'est quand même ce bilan, parce que c'est ce qui va à l'extérieur. Ça ne reste pas dans la classe, ça va à l'extérieur. Donc ça détermine le climat de classe. Il y a les parents, il y a les autres profs, etc., qui sont concernés. Donc comment préparer l'évaluation bilan? Là on avait, donc dans l'exemple des enseignants dont je vous parlais, ils avaient tout simplement une séquence où ils énonçaient les compétences visées, enfin les élèves les connaissaient déjà, hein, mais ils reprenaient les compétences visées et ils demandaient aux élèves quels sont les exercices, c'était des profs de maths, hein, donc quels sont les exercices qu'on a fait qui travaillent ces compétences, quel est l'exercice que je pourrais donner en bilan parce qu'il prouve qu'on maîtrise la compétence. C'est assez compliqué comme question. Il n'empêche qu'on s'est aperçu que, dès le départ, les élèves savaient très bien mettre les exercices en face des compétences, et on s'est aperçu d'une chose bizarre, c'est que les élèves qui étaient en difficulté étaient incapables de sélectionner l'exercice qui prouvait qu'on maîtrisait la compétence. Ils pensaient qu'il fallait faire tous les exercices. Donc, ils avaient des révisions qui étaient vraiment... C'était une tâche énorme de réviser, reprendre tous les exercices. Donc, il y en a qui faisaient, quand même, ils s'épuisaient à faire ça, puis ils s'épuisaient, donc ils restaient en échec, et d'autres qui se disaient, c'est pas la peine de se lancer. Et donc, les élèves en difficulté, ils étaient en difficulté, non pas parce qu'ils n'étaient pas motivés au départ, hein, mais parce qu'ils étaient incapables de sélectionner l'exercice essentiel dont on sait que si on sait le réussir, alors on va réussir le bilan final. Et c'était pas parce qu'ils se désintéressaient de l'activité qu'ils n'étaient pas motivés. C'était qu'ils étaient incapables de faire cette sélection-là. Donc dans la préparation du bilan, comment est-ce qu'on peut aider les élèves à sélectionner les activités essentielles, donc qu'ils puissent réviser, qu'ils puissent aller après en AP, en accompagnement personnalisé, pour demander de l'aide s'il y a besoin. Mais autour de cet exercice-là, compétence par compétence. Deuxième élément, donc surveiller, mettre en lumière les stratégies efficaces. Donc, comment... il s'agit de donner à l'élève des ressources, hein, vous vous souvenez du schéma de tout à l'heure, pour qu'il puisse rebondir, des aides, des guides pour réussir son activité. On peut avoir ça à l'école primaire assez facilement, puisqu'on a affiché au mur, les
Peut-être dans cette part aussi, on ne change pas de classe, donc on a affiché au mur un certain nombre de ressources. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire au collège autour de ça? C'est dans le classeur. Mais tous les élèves ne se sentent pas autorisés à sortir le classeur. Comment est-ce qu'on les aide à s'autoriser à sortir le classeur pour avoir accès à ces ressources? Donc comment est organisé le classeur pour que les ressources puissent être disponibles? On peut aussi, au niveau des aides, certains, je ne sais pas s'il y en a en SVT, c'est bien, ici, s'il y a des profs de biologie, de SVT, c'est bien développé, ce qu'ils appellent les coups de pouce. Voilà. Un coup de pouce pour résoudre une activité. Est-ce que dans les autres disciplines, on ne pourrait pas aussi s'habituer à donner des coups de pouce? Tiens, je prévois les coups de pouce. Prévoir des indicateurs de réussite qui permettent de progresser. Donc là, on va travailler ça sur la session 3. Mais déjà, quel type d'indicateur de réussite? Parce qu'on peut énoncer les compétences. Anticiper, ça c'est bien d'énoncer les compétences. Mais comment ils savent qu'ils maîtrisent la compétence? Même vous, de temps en temps, vous ne le savez pas. Et c'est un problème dans une équipe pédagogique. Et souvent, on n'a pas le même indicateur pour la même compétence d'un prof à l'autre. Donc, comment l'élève peut savoir? Donc, réfléchissez à cette question-là. On la laisse en suspens et puis on va la creuser donc, en février. Mais commencez à penser à cette question. Après, faire comparer différentes méthodes de résolution de même problème. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui, pour surveiller, pour habituer les élèves à mettre en lumière une stratégie efficace, c'est très pratique. Même chose, mais un peu dans l'autre sens, c'est le même principe, se mettre d'accord sur une réponse commune dans un tout petit groupe, 3 élèves, comme on a fait tout à l'heure. Où là, si le prof n'en profite pas pour sortir, comme je l'ai fait moi, et si la classe est organisée, si on n'est que 25 et pas 60, on arrive à surveiller ce qui se passe, et donc vous avez accès au processus métacognitif des élèves, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc c'est des petites activités qui sont simples, mais qui vous permettent de stimuler ce processus de pilotage des activités cognitives. Et puis au niveau d'adapter, donc donner à l'apprenant l'occasion de s'interroger sur les obstacles rencontrés, les progrès effectués. Donc c'est la question de tout à l'heure. Renvoyer cette question sans arrêt aux élèves. Quelles difficultés tu as rencontrées? Ah oui, j'avais fait exprès de la mettre là, c'est bien, tu l'as vu. Donc en tant qu'enseignant, moi je suis celui qui pose des difficultés, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous faire apprendre. Et c'est fait exprès, c'est mon métier. Et c'est votre métier à vous que de les identifier, ces obstacles, et puis de passer par-dessus. Mais mon métier, c'est aussi de vous faire des progrès. Comment tu as progressé? Est-ce qu'avant tu savais le faire? Non, qu'est-ce qui a fait que maintenant tu sais le faire, etc. C'est une petite question-là qu'on peut poser en AP, effectivement. Au niveau de la pause métacognitive, de l'aide personnalisée, c'est tout à fait important, mais que l'on peut faire en classe également. Revaloriser les erreurs et les prises de risques. Revaloriser les erreurs, c'est une expression qui avait été utilisée par un de nos profs de techno dans le groupe. Là. Il était sur la revalorisation des déchets, certainement. C'est cette expression qui lui est venue et qui finalement est restée dans le groupe du Léa et Vacodis. Revaloriser l'erreur. En classe, l'erreur, il y a beaucoup de moments où c'est important. Vous êtes là pour les faire se tromper. Donc il faut qu'ils comprennent ça. Et puis après, vous êtes là pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'erreur. Mais au départ, vous êtes là pour les faire se tromper. Donc on revalorise l'erreur. Tiens, tu t'es trompé. Qu'est-ce qui t'a fait tromper? Et l'autre, il ne s'est pas trompé. Comment tu as fait pour échapper à la tromperie que j'ai mis en place, moi, en tant que prof, etc. Qu'est-ce qui te fait? Voilà, et là, en l'occurrence, on était en technologie, donc il revenait sans arrêt au cahier des charges.
puisqu'en technologie, on a un cahier des charges très précis. Donc les élèves revenaient au cahier des charges, ils disaient « Ah, mais là j'ai mal lu ce paragraphe-là, etc. » Et en tout cas, encourager les prises de risques. Pas essayer, bah, c'est bien. Tu t'es trompé, on est à l'école, c'est normal. Et puis il y a des moments à l'école où on ne doit plus se tromper. Utiliser plusieurs registres sémantiques. Comme on l'a dit tout à l'heure à propos des programmes ou du socle commun, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est des programmes, passer du texte au schéma, du texte à l'action, jouer sur les exposés, sur le jeu dramatique. En langue, j'imagine que le jeu dramatique est quelque chose de courant. Ouais, le jeu de rôle. Mais on peut le faire dans d'autres disciplines aussi. On peut le faire dans d'autres disciplines. Et c'est extrêmement efficace à mettre en place. J'ai observé ça, moi, au Danemark, en physique, c'était au lycée. Faire un petit jeu dramatique pour comprendre le saut des électrons en fonction des charges électriques du noyau. Bizarre, hein? Mais en 5 minutes, les élèves étaient habitués, ils ont l'habitude de faire ça au Danemark. Hop, un petit schéma, une petite scène, et on a mémorisé la formule. On parlait de mémorisation tout à l'heure. Voilà, souvent, nous, on a comme notre principe très intellectuel de mémorisation. Mais on peut passer par le schéma, on peut passer par la carte mentale, on peut passer par le jeu dramatique, sans perdre trop de temps. On peut même leur faire imaginer quel jeu tu ferais, etc. Et puis garder trace des résultats, des évaluations bilan, les critères, les annotations. Souvent, vous passez, encore une fois, beaucoup de temps à corriger, et puis vous distribuez les copies, et puis le coup d'après, vous recommencez, et puis ne pas garder trace de ce travail-là. Si, au lieu de faire ça, les commentaires sur la copie, vous les mettez, peut-être que certains d'entre vous le font, dans une copie double, la copie est dans une pochette, et sur la pochette, on écrit les annotations. Et puis on met les compétences et comment ça a été maîtrisé, et puis on met un petit commentaire que vous faites d'habitude, la prochaine fois, pense à. Si c'est écrit sur cette copie double, de bilan en bilan, au bout du 3e, vous allez dire « Hey, je t'ai répété ça déjà 2 fois. Est-ce que tu vas faire pour t'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tu t'améliores? Pense quand tu es en aide personnalisée à demander à... etc. » Si vous le faites sur des copies qui se mettent en fond de classeur, puis qui s'empilent les unes sur les autres, vous répétez sans arrêt la même chose, et vous avez l'impression de, franchement, vous décourager. Donc, gardez trace de tout ce travail-là qui est extrêmement important. Si en plus, et vous devez fonctionner comme ça, en haut de la copie, il y a la note, et puis dans la marge, il y a les annotations, avec un petit commentaire en dessous de la note, en général c'est comme ça qu'on le trouve, et bien les élèves regardent la note, et c'est tout. Et on le sait très bien, des résultats internationaux, ça se trouve dans n'importe quel pays, c'est toujours la même chose. On a toujours ce résultat-là. Gardez trace de vos annotations sur une feuille où il n'y a pas la note, et à partir à laquelle on puisse revenir ensuite avec les élèves. Voilà, des pistes pratiques pour avancer sur cette question-là. Alors, pour terminer, donc une synthèse, 3 occasions de piloter l'activité cognitive, 3 voies possibles pour favoriser la mise à distance, la réponse différée des élèves.